Et si l'hypnose s'est autant développée sur le CHBS depuis quelques années, il faut en fait partir de l'historique où le premier médecin anesthésiste à s'être formé sur l'hypnose a été le docteur Hano. Elle était médecin anesthésiste et également médecin de l'unité mobile douleur. Bonjour, je suis le docteur Hélène aux enfants. Je suis avec Isabelle Caro-Brézel, qui est infirmière au sein du service. Et nous sommes formés à l'hypnose depuis maintenant plusieurs années. Nous faisons partie d'une équipe de plusieurs personnes et on est aujourd'hui là pour vous présenter ce qui se fait aux urgences pour gérer en fait plutôt les douleurs aiguës, mais aussi d'autres situations dans lesquelles on peut être amené à pratiquer l'hypnose. Dans le cadre des urgences pédiatriques, pour la prise en charge de l'enfant, on va vous montrer un petit peu nos matériels pour aider l'enfant et surtout qu'il reparte avec un bon souvenir des urgences. Dans le cadre de nos prises en charge, nous signalons nos soins par cette petite pancarte qui nous permet de prévenir nos collègues que nous avons une prise en charge hypnose. Dans le cadre de la prise en charge des enfants, nous avons mis aussi également en place deux mallettes à trésor qu'on propose dans le cadre de soins douloureux. L'enfant va choisir une des deux mallettes de manière indifférenciée et la découvrir au moment du soin douloureux. Donc la mallette bleue par exemple se présente comme ceci avec des trésors. Tout est axé sur de l'hypnose conversationnelle dans le but de divertir l'enfant et de focaliser et de permettre un soin dans de bonnes conditions et de manière bienveillante. Pour les enfants un peu plus grands, nous avons mis en place du Chercher Charlie qui permettra également aussi de focaliser pendant le soin. Donc des supports très adaptés pour rester de manière ludique dans un soin douloureux. Nous avons également des crayons. L'enfant va choisir sa couleur, son odeur, prendre possession du masque de Calinox et pouvoir diriger en quelque sorte son soin et nous permettre de développer en fait l'hypnose conversationnelle. Dans l'accompagnement de la prise en charge des enfants, on leur propose également des gommettes du courage qui permettent de diffuser le courage pendant le soin et de leur donner vraiment envie de nous aider et d'être de manière participative dans le soin douloureux. Donc gommette avec laquelle ils repartent, également avec un diplôme du courage qu'on leur remettra une fois le soin terminé. Dans la salle d'examen enfants, nous avons également une poupée un peu magique dans laquelle se trouvent des trésors et nous invitons les enfants à venir chercher, toucher pour développer des différents sens et notamment celui-ci, celui du toucher. Donc l'enfant va se caler devant cette poupée et chercher un petit trésor qu'il emportera ensuite avec lui chez lui pour le remercier de son courage. Aux urgences, l'hypnose est avant tout une prise en charge bienveillante, une prise en charge surtout holistique dans le respect des uns des autres, calée sur l'organisation des différentes équipes. Pour conclure, après ce brillant exposé de ce qu'on peut faire aux urgences, il ne faut surtout pas hésiter quand vous arrivez chez nous pour des soins divers. Ça peut être pour un soin de peu de gravité, ça peut être aussi pour des soins sur des pathologies plus importantes, de solliciter nos équipes. Nous sommes maintenant plusieurs à être formés à l'hypnose. Donc n'hésitez pas, l'hypnose aux urgences, c'est nous. Depuis 2016, on est 7 manipulateurs à s'être formés à des techniques d'hypnose. Donc on utilise des techniques d'hypnose formelles et non formelles. Donc je pense que l'hypnose non formelle, ça correspondrait à 80% à peu près de notre activité dans le service d'imagerie. Donc on utilise des techniques comme la régression dans le temps, la focalisation sur une zone de confort, des techniques de conversation, de l'hypnose conversationnelle. Et en fait, les patients, on met en confiance les patients, on les accompagne pendant tous leurs examens, pendant leur suivi. On leur donne du confort, du bien-être, que de la communication positive. Donc pour les 20% après d'hypnose qu'on pratique, en fait, d'hypnose formelle, on utilise toujours à peu près la même façon de faire. Je vais laisser Clément vous expliquer. Donc pour les 20% de personnes qui vont avoir recours du coup, à une hypnose formelle, donc une transe hypnotique,
Ce qui se passe, c'est on reçoit une demande dans le service qui va être prise en charge et on va assigner du coup la personne à un des manips formés en hypnose. Ce manip-là ensuite va être amené à l'appeler à chaque fois pour justement transmettre au patient que la demande a bien été prise en compte, pour lui réexpliquer aussi qu'est-ce qu'est l'hypnose, contrairement à ce qu'ils peuvent croire parfois avec l'hypnose qu'on voit à la télé en l'occurrence, et du coup recadrer la situation. Et ce manip-là va aussi souvent en fait détendre la personne, lui donner aussi une autre explication du déroulement de l'examen, de ce qu'elle peut penser. Donc du coup, parfois même l'hypnose n'est plus forcément nécessaire en fonction des explications, ça dépend du patient. Et une fois que toutes les explications sont faites par rapport à cette demande d'hypnose, on peut avoir recours aussi à une consultation pré-hypnose, donc pré-examen, qui sera réalisée aussi par le même manipulateur qui aura fait l'appel et qui fera l'hypnose en elle-même. Cette consultation-là sert notamment pour les personnes qui ont vraiment plus de doutes, d'angoisse ou qui redoutent un peu plus l'examen. On le sent souvent au niveau de l'appel. Et du coup, c'est ce qui permet aussi de, encore une fois, recadrer la personne pour qu'elle vraiment ressente bien qu'on est là pour l'aider, qu'on va lui faire utiliser le maximum de ressources en elle pour réussir cet examen et pour venir justement à l'objectif final, qui est la bonne réalisation de l'examen. Donc les avantages de l'hypnose en service d'imagerie, c'est la réalisation de tous les examens. Rares sont ceux qu'on ne peut pas faire, car étant donné que les patients ils sont en confiance, on les a écoutés et leur participation fait qu'on réalise l'examen dans le sens où c'est positif pour tout le monde. Infirmière sur l'équipe mobile douleur, j'utilise l'hypnose conversationnelle, surtout dans le contexte d'évaluation de la douleur, lorsque mes collègues appellent au niveau des unités pour des toilettes compliquées ou des pansements complexes. Je me suis formée à l'hypnose en 2015, donc j'ai fait une formation d'hypnose et de thérapie brève, créative, une formation de 2 ans. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre en charge des patients au sein du service de rééducation, donc des patients que m'adressent les médecins du service de médecine physique et réadaptation de l'hôpital. Dans le cadre des douleurs chroniques, pour les patients hospitalisés, nous faisons plus appel à 2 collègues sur l'établissement, Madame Piel, psychomotricienne, qui travaille plus sur l'hypnose douleur chronique, et Madame Agnès Travers, qui actuellement a un petit temps dédié sur l'unité mobile douleur et qui travaille également dans ce contexte. Moi, je suis suivie en rhumatologie depuis plusieurs années pour une maladie chronique. Après l'essai du TENS, m'a proposé aussi de faire une hypnose pour voir ce que ça pouvait éventuellement ouvrir. Donc moi j'ai accepté vivement puisque ces douleurs, j'arrive pas à les calmer et puis elles me font souffrir et puis me fatigue beaucoup dans mon quotidien. Pendant ces prises en charge, les patients se saisissent d'outils que je mets à leur disposition, je leur donne des clés et grâce à ces clés, ça leur permet de poursuivre ce travail au-delà en fait de nos séances. Ça peut être avec des exercices d'auto-hypnose. Et à chaque séance, on me donne des nouvelles clés pour faire de l'auto-hypnose et puis dans le but de le faire moi-même et puis de me soulager aussi à tout moment et comme je peux. Donc c'est un super outil que l'hypnose puisque chez moi ça marche et puis si ça pouvait soulager d'autres personnes. On a démarré en proposant l'hypnose essentiellement au moment du bloc, au moment des recueils ovocitaires, au moment de ces gestes-là. Et puis petit à petit, on s'est dit qu'on pouvait élargir cette proposition au moment des transferts d'embryons et aussi pour préparer toutes ces étapes. Donc maintenant, on propose des consultations d'hypnose en dehors de tout geste technique pour préparer, améliorer le ressenti et donc pourquoi pas aussi apporter peut-être un petit peu plus de chance pour toutes les étapes, ou en tout cas un meilleur vécu.
Cette pratique d'hypnose au cœur de l'AMP est vraiment bien répandue donc, au niveau du bloc. Tous les matins, on a une infirmière anesthésiste qui peut proposer de l'hypnose. Et aujourd'hui, en AMP, pour tous les gestes aussi, puisqu'on a nos 2 sages-femmes formées, ainsi que moi-même. Et ce qui amène plusieurs propositions et du coup, les patients peuvent s'en saisir. Donc l'hypnose me permet de mieux gérer mon stress. Quand je suis stressée, je fais une petite séance d'hypnose que j'ai appris avec Madame Julot pour me canaliser et cela me permet de me détendre pour que j'aille mieux. J'ai fait aussi de l'hypnose pour le transfert d'embryon. Cela me permet de ne pas avoir de ressentir la douleur parce que je me focalise sur l'appareil de l'échographie. Donc j'imagine, on part avec Madame Julot sur un sujet et donc notamment la dernière fois c'était sur un paysage de champs de fleurs. Donc cela me permet de regarder sur l'écran, de ne plus penser à la douleur et de rester canalisé sur l'écran et que tout se passe bien sans que j'ai de douleur et sans que je sois stressée. L'hypnose existe aussi dans un autre cadre que l'AMP, en gynéco-obstétrique, puisque quelques sages-femmes qui sont en salle d'accueil, aux urgences de gynéco-obstétrique, sont formées et d'autres vont l'être aussi. Donc c'est intéressant en salle, pendant le travail, à l'accueil urgence aussi, d'avoir cet accompagnement possible et de pouvoir s'en saisir. Nous travaillons, Nathalie et moi, dans une équipe mobile de soins palliatifs au GHBS à Lorient. Nous avons dû adapter notre pratique de l'hypnose dans ce contexte très particulier des soins palliatifs et de la fin de vie. Nous sommes effectivement amenés à rencontrer des patients fragilisés, vulnérables par la maladie, les annonces et la mort annoncée. Les patients rencontrés également peuvent souffrir de symptômes pénibles, souvent insupportables, et qui, de manière un peu plus générale, souffrent de manière globale au niveau psychologique, physique, spirituel, social et familial. Alors notre intention avec l'hypnose, c'est d'aller chercher la personne là où elle en est au moment de la rencontre, avec ses symptômes, douleur, sensation d'étouffement parfois, ses émotions, la peur, la tristesse, le sentiment de vide, plus rarement la colère, et puis aussi ses doutes et ses interrogations. L'hypnose va nous permettre de soutenir une relation suffisamment sécure pour que puissent se nommer des demandes singulières, par exemple demande d'arrêt de traitement ou désir de mort, ou au contraire désir de vivre. L'hypnose que nous pratiquons, c'est vraiment une approche relationnelle basée essentiellement sur une communication non verbale. L'objectif fixé avec le patient est souvent assez minimaliste, qui respecte les ressources du patient et qui va lui permettre de se décaler par rapport à son vécu insupportable ou inconfortable de la situation qu'il peut vivre à ce moment-là. C'est une hypnose qui est très créative, qui demande beaucoup d'adaptation de la part de l'intervenant que nous sommes. Dans la pratique, Nathalie et moi, on se rend bien compte que finalement, l'approche hypnotique apporte elle-même une sécurité qui est elle-même thérapeutique. Alors comme vient de le dire Céline, l'hypnose que nous pratiquons va s'ajuster aux capacités résiduelles du patient en soins palliatifs ou en fin de vie. À ce titre, nous avons pour habitude de pratiquer des inductions courtes qui sont des inductions corporelles et le plus souvent de l'hypnose fractionnée. Lorsque la disponibilité du patient le permet, eh bien, on peut aller vers de l'hypnose formelle et lorsque son autonomie le lui permet aussi, on va pouvoir s'orienter vers un apprentissage de l'auto-hypnose.